Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les Amis de Wechi TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Oscar Rachidi. M. Oscar Rachidi, bonjour. Bonjour. M. Oscar est président de la lutte contre la corruption et la fraude. Et puis, il est président d'une plateforme de bonne gouvernance. Dernièrement, vous avez participé au débat organisé par Jeannot Kabouya. Vous avez aussi pris la parole. Quelle était la teneur de votre message? Mon message consistait à sensibiliser justement nos compatriotes qui sont ici en Belgique sur le problème épineux que nous connaissons aujourd'hui au Congo. On veut frauder, on veut tricher sur le mandat. C'est-à-dire quoi? On veut modifier la Constitution, on veut prolonger les choses en longueur pour que ceux qui sont au pouvoir puissent se maintenir. Vous comprenez? Et nous avions commencé, je vous ai dit, nous avions commencé. Si vous entrez dans 7 sur 7.cd, vous allez voir un article qui a été plus lu, c'est-à-dire plus de 16 000 qui ont lu cet article. C'est mon article, c'est le travail que j'ai fait à Kinshasa. Ce n'est pas ici en Belgique que j'ai fait ça, à Kinshasa. Nous avons dit non, nous avons haussé les tons pour dire non à la modification de la Constitution, non au changement de la Constitution, non à la prolongation du mandat. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Comme il y a tension sur la révision constitutionnelle, en se référant aussi dans ce qui s'est passé au Burkina Faso, tout ça, il y a des techniques qu'on veut mettre en place pour dire, bon, laissons d'abord le problème des changements de la Constitution de côté, cherchons comment que le calendrier électoral soit glissé, c'est-à-dire qu'il y ait prolongation. C'est ce qui est en train d'être envisagé pour le moment. Et c'est ce que nous dénonçons depuis le Congo, pas ici. Je vous envoie sur Internet. Vous comprenez? Alors le travail que nous faisons au Congo, c'est un travail très remarquable. Et ce travail-là doit être consolidé aussi par les autres qui font ce travail de la même manière que nous à l'étranger. Vous comprenez? Nous devons consolider nos efforts pour dire que ceux qui sont au Congo et ceux qui sont à l'étranger, que ce travail soit coordonné. Vous comprenez? Il ne faut pas que nous puissions aller dans l'ordre dispersé. C'est la raison pour laquelle nous avons sensibilisé nos amis lors de cette conférence débat que voilà, vous qui êtes ici et nous qui sommes là-bas, notre objectif est le même. Alors, comment faire maintenant pour que nous puissions coordonner nos actions? Il ne faut pas que certains puissent réfléchir ou bien se diriger vers le nord et nous autres vers le sud. Alors là, nous n'allons pas nous rencontrer. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, bon, ce que vous faites ici et ce que nous faisons là-bas, nous devons aller dans ce sens pour que l'objectif soit atteint. Voilà ce que nous avons fait. Et nous avons apprécié à sa juste valeur tous les intervenants et surtout l'organisateur, M. Jeannot, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune garçon intelligent, dynamique. En tout cas, il a réfléchi. Le réfléchir, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas utiliser des méthodes violentes. Il faut avoir des stratégies d'une manière intelligente pour dire, bon, si nous menons cette action, est-ce que cette action va arriver au bout, atteindre l'objectif d'une manière intelligente? Et ceux qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ensemble, nous réfléchissons sur la faisabilité de toutes ces méthodes que nous prenons. Voilà ce que nous avons... Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora? Ce que nous attendons de la diaspora, c'est que eux, au niveau international, ou ici où ils sont en Belgique, ou en France, un peu partout, puissent nous donner un projet. Donner un projet, ce qu'ils ont déjà confectionné. Pas ce que nous voyons... Donner à qui? Nous avions dit qu'il fallait travailler dans une plateforme. Que eux et nous devions réfléchir ensemble. Il n'est pas question que nous puissions leur imposer la plateforme ou bien qu'eux nous imposent aussi la plateforme. Non. Nous avons dit que nous devons réfléchir ensemble pour voir de quelle manière nous allons travailler. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que je ne peux pas quand même divulguer ce qui n'est pas encore fait. Et
Sinon, ça serait divulguer les secrets du travail qu'on fait. Mais sinon, nous sommes en train de réfléchir sur ce qui doit être fait dans l'immédiat pour que nous puissions aller de l'avant, pour que ceux qui sont au pouvoir sentent qu'effectivement, les Congolais ne veulent pas de la modification, du changement ou de la prolongation du mandat. Voilà d'abord notre premier objectif, c'est le respect des textes. Que ceux qui sont au pouvoir sachent déjà que non, nous sommes là, c'est jusqu'en 2016. Et après 2016, il faut qu'il y ait alternance. C'est-à-dire quoi? Je parle de l'alternance, ce n'est pas pour dire que non, moi, Oscar, je vais me mettre là-bas. Non. Comme la Constitution prévoit 2 mandats, c'est-à-dire vous avez été élu une fois et vous devez encore être réélu si vous êtes capable pour la 2e fois, c'est-à-dire une fois renouvelable. 1 point, c'est tout. Et vous laissez, vous quitter les pouvoirs pour que les autres qui vont postuler, que la population puisse choisir ses propres dirigeants, que eux-mêmes et que la population veut, et c'est ces dirigeants-là qui vont devoir maintenant gérer les pays, le sang nouveau, les souffles nouveaux. C'est ça ce que nous avons besoin. C'est ça l'alternance. L'alternance, ce n'est pas pour dire que non, comme X sort, il faut Y entre. Non, c'est un pouvoir régalien de notre population qui est souverain. Merci beaucoup. Nous continuons notre entretien avec M. Oscar Rachidi, qui est président d'une société civile congolaise, la lutte contre la corruption et la fraude, et il est aussi président d'une plateforme et la bonne gouvernance. Nous analysons la politique congolaise. Dernièrement, au Palais du Peuple, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a tenu un discours devant les 2 chambres du Parlement sur l'état de la nation. Il a répété à quiconque voudrait l'attendre qu'il n'acceptait pas les ordres de l'étranger. Quelle est votre lecture? Je suis vraiment sidéré, pas seulement déçu, parce que vous savez, le chef de l'État, dans ses pouvoirs qui lui sont reconnus, il doit s'adresser à la nation, donner l'état de la nation, c'est ce qu'il a fait. Mais ce que moi, je n'ai pas tellement apprécié, c'est cette façon de voir les choses. L'étranger, nous avons toujours eu besoin de l'étranger. Le Belge, les Français, les Anglais, les Américains, tout ça. À tout moment, lorsqu'on a besoin d'une aide quelconque, de l'argent, n'est-ce pas? Des moyens, s'il y a une épidémie, une catastrophe naturelle quelque part, on appelle l'étranger. Oh, venez nous aider, il y a une calamité à tel endroit. L'étranger vient, il donne l'argent. Il y a la guerre quelque part. Non, envoyez les militaires, envoyez les moyens pour nous aider, pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. L'étranger vient. Mais lorsque l'étranger vous donne des propositions, pour que vous ne puissiez pas tomber encore sur cette situation-là, vous dites que non, c'est une injonction. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir besoin de l'étranger lorsqu'on a besoin d'avoir ce qu'il a. Mais lorsqu'il veut vous donner une proposition, vous dites que non, c'est une injonction. Je ne vois pas ça comme ça. Vous comprenez? C'est ma façon, moi. Et cela m'engage en tant que citoyen congolais. Nous devons entendre tout le monde. Que ce soit les Congolais, que ce soit l'étranger, parce que l'étranger gère avec nous. Nous les voyons partout. La MONUSCO, elle est là. Oui, bon, sur le fond, on est tout à fait d'accord. Maintenant, sur la forme, oui. Est-ce que c'était propice lors de la francophonie à Dakar que François Hollande prononce un discours, entre guillemets, qui met mal à l'aise presque la plupart des présidents africains? Bon, ça c'est une analyse que François Hollande a fait, le président français, M. François Hollande avait faite à l'endroit de certains chefs d'État. C'est pas adressé, il n'a pas personnifié son débat pour dire que non, c'est tel X ou Y. Non, moi je n'ai pas entendu ça. Mais ce que je sais est que c'est un conseil qu'il avait donné à tout le monde. Est-ce qu'on peut donner un conseil en public ou bien en aparté?
Monsieur, je ne saurais pas vous dire que il faut... Est-ce que c'est écrit où pour dire que non, s'il faut donner un conseil, il faut que ça soit en aparté. Peut-être il l'a fait. Mais là, c'était lors d'un discours. Il a tenu son discours, ça l'engage. Et je pense qu'il n'y a pas eu un problème là-dessus. Je ne pense pas. Et dernièrement, il n'y a pas cela 2 ou 3 jours, la MONUSCO vient d'exiger à la République démocratique du Congo de publier les calendriers global. Oui. Oui. Sans ces calendriers, il ne va pas donner même pas un franc. Mais je pense que la démarche de la MONUSCO, c'est la nôtre. Ils ne font que nous accompagner dans notre démarche. C'est ça que nous exigeons aussi, nous, société civile, nous, population congolaise, et même nos amis de la diaspora. C'est ça qu'ils exigent, qu'on sache le calendrier, qu'on voie le calendrier électoral, global et inclusif, qu'on voie toutes les échéances là-bas. Les élections comme ils veulent, les élections locales, municipales, urbaines, ça va commencer quand? Je crois que le travail fait par la MONUSCO, c'est le nôtre. Ce qu'a demandé M. Kobler, c'est ce que demande toute la société civile en général, et même nos amis de la diaspora. Parce que comment voulez-vous qu'on donne un calendrier, aujourd'hui on va faire les élections locales, municipales, et on se limite là-bas, et après l'autre calendrier on ne connaît pas. Non, c'est ce que nous avons exigé, qu'on nous donne le calendrier global et inclusif. C'est-à-dire quoi? De telle date à telle date, ce sont les élections locales, municipales, urbaines. De telle date à telle date, ce sont les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs. De telle date à telle date, ce sont les élections présidentielles et législatives, où on va élire les députés nationaux. Et c'est là avant 2016. Vous comprenez? Parce que est-ce que ça sera, pour le moment, ça sera possible encore? Mais ça doit être possible. C'est le gouvernement qui doit organiser ça. C'est dans ses attributions, monsieur. C'est dans ses attributions. S'il y a eu retard, ce retard-là n'incombe pas à la communauté nationale ou internationale. Non, c'est une responsabilité du gouvernement congolais. Il devrait s'organiser pour dire que non, l'État nous a imparti, avec toutes ces échéances, on devrait commencer à partir de telle date. Mais s'il y a eu retard, ça lui incombe et il doit prendre acte et faire de sorte que toutes ces élections se déroulent avant 2016. C'est ce qu'exige, et nous, la société civile, et les partis politiques de l'opposition, l'ensemble de la population et nos amis de la diaspora. Je pense que c'est ça. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait glissement. Glissement, c'est-à-dire qu'on n'aille pas au-delà de 2016. Alors, si on voit que les élections, n'est-ce pas, au niveau local, vont prendre du temps, qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Ce sont les élections qui risquent de poser problème. C'est-à-dire les élections présidentielles et législatives. Ce sont les élections qui risquent de poser problème. Les restes, mais les députés provinciaux sont là, c'est depuis 2006. Vous comprenez? Si on voit les élections locales, municipales et urbaines, on ne les a jamais organisées depuis 2006. Donc il n'y a même pas un problème là. Vous comprenez? Donc on voit ce qui est essentiel, ce qui est important. Et si comme par hasard il y a glissement, quelle serait la réaction de la société civile? Mais justement, nous ne voulons pas en arriver là. Nous ne voulons pas. Pourquoi? À supposer qu'il y ait glissement, qui va présider. Mais justement, notre souci, c'est qu'il n'y ait pas glissement. C'est ça notre souci, mon frère. Nous ne voulons pas connaître le chaos. Vous comprenez? Les Congolais ne peut pas être considéré toujours... Oui, c'est ça. Nous ne voulons pas... Si l'autre hypothèse est réalisée, quelle serait la réaction de la société civile? Justement, nous, notre souci et notre travail, c'est d'éviter qu'il y ait encore un chaos au Congo.
Les Congolais ne peuvent pas toujours être considérés comme des chairs à canon, mon frère. Parce que si quelqu'un veut prendre le pouvoir, il utilise la Kalachnikov, tout ça. On commence à tuer les Congolais, les sangs du Congolais coulent pour le pouvoir. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi vous nous voyez nous battre bec et ongle pour que les échéances électorales soient respectées et que cela se passe d'une manière apaisée. Voilà notre travail. Nous ne voulons pas qu'il y ait bête de sang à gauche, à droite, qu'il y ait chaos. Non, non. Notre souci, c'est ça, la sensibilisation que nous faisons auprès du gouvernement, pour ceux qui dirigent, qu'ils écoutent, qu'ils nous entendent, que non, la société civile demande ça pour éviter le chaos. Le chaos, c'est dans... Vous comprenez le mot chaos. Et d'une manière générale, quelle lecture faites-vous sur les discours du président Joseph Kabila prononcés devant les deux chambres réunies en congrès? Bon, le discours du président, moi je l'ai suivi ici. C'est un discours que moi je dirais que j'ai déjà entendu. En tant que société civile, c'est un chapelet de bonne intention, hein, parce que vous savez, aujourd'hui, moi j'aurais voulu, comme le président a fait son discours, dire que voilà, j'ai fait ça, voilà, c'est ça. J'avais promis l'eau, l'électricité aux Congolais, et les Congolais ont l'électricité. J'avais promis l'emploi aux Congolais, on a créé autant d'emplois. Il restait autant. Vous comprenez? J'avais promis, n'est-ce pas, le logement des Congolais, on a construit autant, avec les moyens que nous avons, il en reste autant, pour que j'arrive à faire mandat. Et voilà le discours. Il avait promis, moi en tant qu'activiste militant des droits de l'homme, il avait promis d'améliorer la situation sociale de la population. Mais aujourd'hui, je vous dis, messieurs, les Congolais mangent par délestage. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une partie des parents qui mangent, demain, c'est une autre. Les Congolais, ils touchent quel salaire? Un salaire de misère. 40 000, 70 000, 150 000 francs congolais. Quelqu'un qui a des enfants, il doit scolariser ses enfants. Quelqu'un qui doit être logé, quelqu'un qui doit vivre. Pendant que nous voyons certains Congolais vivre dans l'opulence, ils s'illustrent à des dépenses ostentatoires. Mais la majorité des Congolais vivent dans une misère noire. Ça, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, il y a des sociétés, toutes les sociétés sont empêtrées. La GECAMINE est empêtrée, la SNCC est empêtrée. L'ONATRA, aujourd'hui, Sodimico, ça n'existe même pas. La GECAMINE qui contribue au budget national, messieurs, aujourd'hui, elle est esquintée. La GECAMINE est esquintée. On voit seulement des Libanais qui sont à gauche, à droite, les Indiens, les Chinois, et qui pillent toutes les richesses minières de la République démocratique du Congo. Et les Congolais même voient comment ces minéraux sortent du pays et ils restent comme ça. Et ce sont ces gens-là qui s'enrichissent de plus et les Congolais s'appauvrissent davantage. Pour moi, j'aurais voulu qu'on puisse nous dire que non, avec nos richesses, cette année, on a produit autant, voilà ce qui est revenu, et on a redistribué autant à une telle catégorie de population qui a eu ça, on a amélioré leurs conditions. Mais aujourd'hui, c'est la misère totale sur l'ensemble de la population. Vous comprenez? Avec ce tableau-là, je ne sais pas comment vous, en tant que journaliste, pouvez me dire, convaincre aujourd'hui que non, ça a été fait. Je vais ajouter encore. On nous avait promis qu'on allait lutter contre la corruption. Parce que ça, c'est dans mon domaine. La fraude. Et la fraude. Mais, messieurs, la corruption gangrène dans tous les secteurs. Vous ne pouvez pas venir au Congo faire une affaire sans débourser de l'argent. Ou bien pour avoir justement le papier, il faut corrompre. Et les investisseurs sérieux ne peuvent pas investir au Congo parce qu'ils disent que le Congo c'est un pays à haut risque. Vous comprenez? Quand on parle aussi de la corruption, hein, il y a toujours un corrupteur, un corrompu. Oui. Dans ces cas précis, qui corrompt qui? Ah voilà, justement. Moi, j'aurais voulu qu'on nous dise que non, dans la lutte contre la corruption, on a arrêté les corrupteurs et autant de corrupteurs et autant de corrompus. Parce que tous commettent les infractions. Parce que celui qui corrompt, c'est une infraction. Vous comprenez? Et celui qui est corrompu aussi
commis une infraction. Donc toutes les deux personnes-là devraient être arrêtées et déférées devant les juridictions pour être jugées. Alors il fallait nous dire qu'on a lutté jusqu'à tel niveau. Or aujourd'hui le Congo est toujours classé 154e pays sur 157e, le plus corrompu au monde. On nous avait promis aussi dans le discours du mois d'octobre 2013, lorsqu'on mettait fin aux concertations nationales, on nous avait promis qu'on allait nommer un conseiller chargé de la lutte contre la corruption. Ça fait une année aujourd'hui, on n'a jamais vu ces conseillers être nommés pour lutter justement contre ces fléaux qui gangrènent tous les secteurs de notre vie nationale et qui paralysent justement l'économie du Congo. Aujourd'hui, pourquoi on voit les Chinois, on voit les Libanais? Parce qu'ils sont spécialistes en cette matière-là. Mais les investisseurs sérieux ne sont plus là parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer. Moi, je viens investir, on me demande que je puisse corrompre. Vous comprenez? C'est pourquoi notre économie est par terre. Et on n'exporte rien aujourd'hui. On importe même les savons. On importe même les allumettes. Mais c'est grave. Or, nous produisions les cuivres, on exportait les cuivres, les diamants, l'or. En matière agricole, le pays est riche, vous comprenez? Le maïs, qu'est-ce qu'on produit? Le coton, on produisait. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, on jouait avec mes enfants, mes amis, quand on allait au village en vacances, on allait se cacher dans les greniers de coton. Vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, on n'en produit plus. Pourquoi? Parce que toutes les voies de communication sont délabrées. Il n'y a pas moyen. On produit, on ne sait pas exporter, on ne sait pas acheminer dans les centres de consommation. Donc la situation sociale catastrophique. Voilà le bilan que je vous présente. Et sans transition, nous allons directement à Lubumbashi. Hein. Ça fait plusieurs mois que le gouverneur de Lubumbashi, M. Moïse Katumbi Chapwe, n'est pas à Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une situation quand même déplorable à notre niveau, nous qui vivons avec la population, parce que c'est la population qui cherche son gouverneur. Je vous dis que moi je suis militant des droits de l'homme, je circule un peu partout, je vois les pleurs de la population. Plus de 3 mois, elle ne voit pas son gouverneur. C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Après nos investigations, et vous savez, que vous qui êtes ici, tout s'est passé sur Internet, nous avons appris qu'il serait malade. Et effectivement, après vérification, le gouverneur est malade. Voilà. Il est malade. Et quelle est la réaction de la population? Il y a une inquiétude au niveau de la population. Il y a une inquiétude sérieuse. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas si le gouverneur va rentrer ou il ne va pas rentrer, ou il va continuer les soins ou comment. Donc c'est une inquiétude qui réside au niveau de la population. Mais ce qui est vrai est que le gouverneur a été empoisonné. Ça, c'est le mot que je dois utiliser parce qu'il y a des preuves à tous les niveaux. Et pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais est que quelqu'un, peut-être jeune, certaines personnes. Vous savez que... Lui, il est gouverneur. Comment est-ce qu'il va gêner d'autres personnes? Vous savez que serait-il candidat? C'est pas un gouverneur comme tous les autres gouverneurs. Oui. On a peur de lui à cause de sa popularité. Ça, c'est certain. Et à cause de ça, peut-être il générait certains qui ne veulent pas qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et le travail qu'il est en train d'abattre au niveau du Katanga doit gêner ses adversaires politiques. Ça, c'est évident. Ouais. C'est évident. Et nous prions le Seigneur que le gouverneur puisse se retrouver et qu'il puisse rentrer au Congo. J'ai une autre question concernant l'élection présidentielle de 2016. Hein. Oui. Sur le net, on écrit que d'ici là, au Parlement, on va voter une loi qui a pour objet de fixer les conditions d'éligibilité pour candidature à l'élection présidentielle. Êtes-vous au courant? Oui, j'ai lu, c'est dans Figaro, et ça a été relayé dans beaucoup de presse internationale ici. Et ça m'a surpris. Vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis congolais. Oui. Il ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Vous comprenez? Question de nationalité. Aujourd'hui, je dois vous donner un exemple. Il y avait un problème au niveau du Parlement. On avait sorti une loi pour dire que non, ceux qui ont
les doubles nationalités doivent renoncer, vous comprenez, à une de ces nationalités, cette nationalité-là. Ils avaient voté une loi, mais est-ce que ça a été appliqué? On peut dire ça, mais au niveau de l'application, rien du tout. Ça, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais tous ceux qui sont au Parlement là-bas, demandez, si on mène seulement une investigation, une enquête, vous allez trouver que plus de la majorité des parlementaires ont la double nationalité. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Deuxième problème, vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, nous parler de cette situation-là. Parce que il faut voir d'abord le passé. Qu'est-ce qui a été fait en 2006? Qui était candidat? En 2011, qui était candidat? Ici, je ne vais pas citer le mot, messieurs. Les Congolais ne sont pas xénophobes. Mais ce qui amène toujours cette pratique-là, c'est la politique. Vous comprenez? En 2011, qui était candidat? On a vu des gens qui étaient candidats, dont aujourd'hui je dois me permettre de les dire, parce qu'ils veulent susciter une polémique pour rien. Il y a des Congolais là-bas qui ont trouvé cette nationalité, ils n'ont pas de père congolais, moins encore des mères congolaises, mais ils sont Congolais. Et on les a vus, candidats, le mandat passé. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? Mais aujourd'hui, pourquoi voter cette loi? C'est-à-dire, on veut tailler sur mesure. Donc, on ne peut pas voter des lois selon la tête du client. Ça, ce n'est plus un pays. Ce pays nous appartient à nous tous, messieurs. Et il faut faire des choses correctes. Il ne faut pas dire que non. Comment écarter ces messieurs-là? On taille une loi selon cette personne. C'est pas comme ça. On taille une loi. Oui. Pour écarter Moïse. Que précise cette loi? Que précise cette loi? La loi dit que pour accéder à la magistrature suprême, il faut être des pères et des mères congolais. Voilà ce qu'ils disent. Oui, donc, si je comprends bien, on sait que les gouverneurs de la province du Katanga, sa mère est congolaise et son père, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs années au Congo. Mais vous savez que donc, non seulement que sa mère est congolaise, lui-même est né au Congo. Oui. Il faut préciser ça. Il est né au Congo, grandi au Congo, et sa mère Congo. Il travaille toutes ses activités au Congo. Il mange et il rêve en congolais. Voilà. Donc c'est ça. Alors pourquoi on va aujourd'hui... cette loi, si elle est discriminatoire. Si on l'appliquait aujourd'hui, donc Moïse ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Elle ne sera pas appliquée, messieurs. J'ai dit, ainsi conditionnel. Selon eux, pensent qu'en mettant cette loi, ils vont écarter le gouverneur Moïse Katumbi. Et Papa Kengo Adondo. Mais, donc, tous nos frères métis, il y a aussi des métis, des noirs et noirs. J'ai lu dans un article, on a dit, il y a Kengo, il y a Ndundu, il y a Kamitato aussi. Jean-Claude Mouyambo aussi, il y a Bamanissa qui est gouverneur de la province orientale. Mais pourquoi citer celui-là? Il y a aussi nos enfants ici en Europe. Quand on a eu un enfant avec une Ivoirienne, cet enfant aussi est exclu. Voilà. Parce qu'on ne doit pas toujours voir un blanc et un noir, il faut voir aussi noir. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas voir seulement ceux qui ont le teint clair, parce que beaucoup de Congolais qui sont au Congo là-bas, des Noirs, ont eu des enfants avec des femmes noires, mais qui sont là-bas, et qui sont Congolais. Alors, moi, je pense que il ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Parce qu'aujourd'hui, on dira, même moi, pour que vous puissiez savoir que je suis Rachidi, enfant de Rachidi et de la mère Alou, parce que c'est ma mère, pour confirmer ça, il faut passer par les tests ADN. On peut demander ça, non? Pour je crois que ça, c'est déjà vu, hein? Même le maréchal Mobutu voulait appliquer cette loi quand il croyait que le président du Sénat allait poser sa candidature. Ça a échoué. Hein? Je ne crois pas que cette loi passerait. Non, c'est une distraction. Ça, j'appellerais, c'est une distraction. Heureusement qu'on n'a pas encore vu cette loi. Et j'ai des conseils à tous ceux qui veulent que cette loi
soit soumise, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, qu'il laisse ça. On peut dire que peut-être c'est une rumeur aussi. Hein. Bien sûr, parce que je n'ai pas vu encore cette loi, c'est une rumeur, mais on a lu dans un article Figaro, ce n'est pas n'importe quel journal, c'est un journal européen, donc c'est quelque chose qui s'est préparé en catimini, mais qui est dénoncé. Et lorsqu'on dénonce quelque chose, ceux qui sont responsables de ces projets macabres, qu'ils laissent, qu'ils abandonnent, parce que ça va susciter des polémiques. Pour rien, hein, on a déjà dépassé ces stades. Et on va rentrer dans des querelles byzantines, des querelles politiciennes, ce n'est pas bien. On a besoin de sortir notre pays de l'ornière, du bourbier dans lequel il se retrouve, et on doit voir des projets, surtout cultiver des valeurs républicaines. Ça, j'insiste. Il ne faut pas se cantonner sur des futilités. Voyons les projets de développement, les projets qui doivent intéresser le peuple congolais pour qu'il ne soit plus considéré comme il est considéré aujourd'hui. Si on voit un Congolais, on le prend pour un vaurien. C'est pas bien. Et puis, cette proposition est dépassée. Hein? Notre frère Obama, c'était un Africain, il est président des États-Unis. Ouattara. Il n'est pas le seul. C'était Obama. Mais il y a au Gabon aussi. Vous avez suivi la polémique là-bas. En France, Sarkozy, il est là, il a été président. On l'accepte. Mais oui. Même ici, il y a nos frères belges d'origine congolaise qui occupent des postes très importants. Voilà. Donc ça... C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est une distraction. Comme je l'ai dit, c'est une distraction. Qu'on ne puisse pas s'appesantir sur un dossier qui ne va pas aboutir. Oui. Et surtout pour distraire inutilement le peuple congolais qui a besoin de certains projets de développement qui peuvent améliorer leurs conditions de vie sociale. Et d'après vous, en tant que président de la société civile, quelles sont les chances du gouverneur Moïse Katumbi pour devenir président? Aujourd'hui, je ne peux pas parler de sa chance parce que lui n'est pas candidat, il ne s'est pas encore prononcé. Je ne sais pas s'il sera candidat ou pas. Comme il s'occupe beaucoup plus des sports, il aime trop les sports, je ne sais pas s'il sera candidat. En tout cas, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai est que il est accepté dans toutes les provinces. Ça, c'est une chose. Il est accepté. Parce que moi, je passe dans certaines provinces, j'entends la population le réclamer. Ça m'engage, moi. Je ne dis pas que je parle au nom de lui, de Moïse Katumbi. Non, parce que lui-même... Il ne fait même pas partie de sa campagne. Voilà, il n'a même pas ces ambitions-là. Je ne sais pas, il n'a jamais déclaré. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un de son entourage dire qu'il sera candidat ou pas. Tout ce qu'on entend, ce sont des spéculations. Parce que lui-même, s'il est dit, à ce moment-là, nous allons dire, bon, voilà, ces chances sont là. Mais sinon, ce que je dois vous dire est que, il est accepté dans toutes les provinces parce que mon organisation est implantée partout au Congo. Je passe dans le cadre de l'itinérance voir mes activités et nous entendons certains sondages qui sont faits. Eh bien, il est mieux coté dans toutes les provinces. Ça, c'est la première chance. Deuxième chance, c'est quelqu'un quand même qui a fait du bon travail au Katanga. Ça, je vais vous prouver, moi, en tant que militant des droits de l'homme, quand il est arrivé au Katanga, la province produisait dans les 500 millions, 25 millions de dollars, mais aujourd'hui, ils sont au-delà de 1 milliard de dollars. Vous comprenez? Si vous prenez le péage, parce que moi, j'ai travaillé sur ces dossiers-là, on produisait je ne sais pas combien. Mais quand il est arrivé, le péage est allé dans les millions. Et on a créé aussi un office pour contrôler ces péages et on commence à envoyer à Kinshasa au lieu que cet argent reste en province pour servir le projet de développement de la province du Katanga. Mais on prend l'argent produit au Katanga, on envoie ça à Kinshasa. Voilà il y a une rétrocession de 40%. Qui ne se fait pas. Moi, c'est un dossier aussi que je dois vous dire. On a beau parler de discours, on doit rétrocéder 40%, mais on n'a jamais rétrocédé. Si aujourd'hui les Katangais sont mécontents, c'est un des éléments. Pourquoi? Parce que c'est une province riche. Mais on ne rétrocède rien. Ils produisent beaucoup, mais ce qui vient là-bas, c'est un montant qui ne représente pas grand-chose. On prend cette richesse, on commence à donner même aux autres provinces qui n'ont pas produit et qui bénéficient de ça. Mais le propriétaire de cette production reste dans une misère noire. En tout cas, logiquement parlant, ça doit
amené un certain mécontentement au niveau de la population du Katanga. Vous comprenez? Donc, la rétrocession, c'est une illusion. Elle ne vient pas. Et si on donne l'argent, ce n'est même pas proportionnel sur ce qui devrait être donné au Katanga. Sinon, le Katanga serait déjà très loin aujourd'hui parce qu'elle produit beaucoup d'argent sur les richesses douanières, des minéraux, ainsi de suite. Mais ce qui lui revient, c'est insignifiant. Donc, avec ça, même le peu là, le gouverneur travaille avec, et si aujourd'hui on parle du Katanga, c'est une gestion efficiente, orthodoxe, qui permet à ce que le Katanga soit visible. Et aujourd'hui, la visibilité, c'est à cause de la gestion orthodoxe faite par aujourd'hui, oui. Le Katanga est-il prêt à accompagner les gouvernements afin de modifier la Constitution? Ah, moi, je vous ai dit que moi, je suis du Katanga. Nous avons déjà dit non. Le Katanga ne sera pas prêt pour accompagner le gouvernement pour une quelconque modification de la Constitution. Le Katanga ne sera pas prêt. Je vous ai déjà dit que le nom est sorti du Katanga. Et vous avez entendu certains hommes politiques de gros calibre qui ont dit non. Notamment, là, je ne fais pas la publicité des noms politiques, mais je vous citerai quand même un homme politique de grande envergure. Envergure à la personne de M. Jean-Claude Mouyambo, qui a claqué la porte de la majorité présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord de cautionner les illégalités. C'est-à-dire modifier la Constitution, changer la Constitution ou glisser dans une quelconque prolongation. Il a dit, pas question, on ne s'est pas entendu comme ça, on doit respecter la Constitution. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et quand lui parle, il a une base. Et les autres Katangais aujourd'hui ont parlé, ils ont donné leur position. Il ne sera pas question ni de modifier la Constitution, ni de procéder à une quelconque prolongation. Vous comprenez? Ça, c'est la position des Katanga. Voilà. L'Union fait le Congo, mais ici, en Europe, l'Union ne fait pas les combattants. Il y a la division entre les combattants. Quel message avez-vous à adresser aux combattants? J'avais apprécié à sa juste valeur le message qu'avait donné M. Jeannot Kabouya. C'est un message percutant. Le message important, c'est lequel? Aujourd'hui, les combattants, personne n'ignore, ne sous-estime le travail que les combattants font. C'est un très bon travail. Mais ils doivent être unis. Il ne faut pas qu'il y ait cette discrimination, cette suspicion qui dit que non, tel est de tel groupe, tel est de tel groupe. Oh, si tel fait un travail, on dit non, il a été corrompu parce qu'il est de ceci, il est de cela, il est infiltré. Non, non. Qu'ils soient ensemble, qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils fassent une fédération autour d'un leader pour dire que non, nous devons nous souder, nous devons être unis, nous devons parler pour défendre une cause noble, juste de notre pays. Mais s'ils restent éparpillés, oh, moi je suis de tel groupe, moi je suis de tel groupe, moi je suis fort, oh, c'est moi qui ai commencé le combat, à ce moment-là, on va profiter à l'ennemi d'entrer au sein des combattants, comme on a entendu qu'il y a des infiltrés. C'est parce qu'ils ont profité de cette faiblesse-là, cette division, qu'ils ont remarqué que non, ils ne sont plus unis, alors il faut en profiter. Celui qui est aigri, on le prend à gauche, on lui donne. Comme je vous ai dit que c'est la corruption qui est en train de diviser notre gestion, eh bien, on profitera avec cette corruption pour qu'il soit davantage divisé. Alors, moi, je préfère que tous, donc les combattants, doivent se mettre ensemble pour dire que non, qu'il n'y ait plus des groupuscules qui vont défendre à gauche ou à droite. Non, qu'ils se mettent ensemble. À ce moment-là, ils vont vaincre l'ennemi. Et qu'ils s'aiment, parce que c'est l'amour qui nous manque. Qu'ils laissent de côté la jalousie. Pour dire que non, si tel avance, c'est lui qui sera pris. Il faut qu'on les bloque. Tout ça, ce sont des pratiques que nous avons déjà vues et qui ne peuvent pas faciliter qu'il y ait émergence. Voilà le message et les conseils que je peux donner aux combattants. Et dernièrement, pour la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les conseils, c'est que la diaspora est constituée par les citoyens congolais, qui luttent d'ailleurs pour le développement du Congo. C'est un bon combat qu'ils mènent, mais ce combat
doit être consolidé avec ceux qui combattent sur place. Ils doivent se mettre ensemble. Là, je parle de l'unité, pour focaliser leurs efforts sur les objectifs, lesquels, non à la révision de la Constitution, non à la prolongation, non à l'existence de cette soi-disant ONIP, c'est-à-dire organisation, office de l'identification de la population, parce que cette histoire-là va nous prendre autant de temps voulu par eux pour que nous puissions aller au-delà du délai imparti pour qu'on puisse organiser les élections qui se veulent crédibles, transparentes et démocratiques. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là, et la diaspora, et ceux qui sont au Congo, qui luttent pour les mêmes causes, doivent se mettre ensemble pour voir l'avenir et comment faire respecter les textes. Qu'ils ne disent pas que non, ceux qui viennent du Congo veulent nous arracher, notre travail, comme vous avez dit. Non, nous travaillons au Congo. Si vous voulez, nous pouvons rester au Congo et continuer notre combat au Congo. Nous l'avons commencé sans qu'on nous dise que non, il y a quelqu'un qui fait ce combat à côté. Non, c'est que nous avons voulu. Et notre présence, c'est qu'on puisse se mettre ensemble, se souder pour être unis afin de gagner la victoire et laquelle fait respecter les textes constitutionnels. C'est à ce terme que nous mettons fin à notre